Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI. La panique a de nouveau saisi les marchés financiers. Les places européennes basculent à nouveau dans le rouge, tandis que le dollar creuse ses pertes. Regardez, Paris, Francfort, Londres sont en baisse. Concernant les bourses asiatiques, c'est l'instabilité face à l'incertitude entre Séoul, Shanghai, Hong Kong et Tokyo, alors que rien ne semble pouvoir arrêter la guerre sans merci que se livrent la Chine et les États-Unis. Xi Jinping vient de riposter à Donald Trump et relève de son côté à 125% les droits de douane sur les produits américains à partir de demain. Il propose à l'Union européenne de résister ensemble, je cite, face aux géants américains. Mais est-ce que ce deal n'est pas le baiser de la mort ? Bruxelles s'inquiète de voir déferler en Europe des produits chinois à prix cassé. Quelles armes commerciales, nous, Européens, pouvons-nous fourbir face à ce péril économique ? Taxe Chine, l'Europe est-elle menacée ? C'est la question du grand dossier ce soir. Écoutez Xi Jinping qui nous fait les yeux doux à nous, Européens. Cette année marque le 20e anniversaire du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Espagne et le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. La Chine est prête à travailler avec l'Espagne afin d'améliorer le bien-être des populations des deux pays, d'insuffler un nouvel élan aux relations Chine-Union européenne et de contribuer davantage à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement dans le monde. Alors que la Chine tend la main à l'Union européenne, sachez qu'en ce moment, les négociations se corsent entre États-Unis et Russie sur le front de la guerre en Ukraine. Car Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, rencontre en ce moment Vladimir Poutine à la demande de Donald Trump, qui a fait savoir sur son réseau social Truth Social que la Russie devait se bouger. Oui, c'est la troisième rencontre entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine. Et les États-Unis veulent faire pression sur le président russe pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Le département d'État a fait savoir que rien ne doit se négocier avant le cessez-le-feu. Donald Trump met la pression, mais est-ce que le président russe, dont l'agenda et le calendrier sont très différents, va accepter d'accéder à la demande du président américain ? C'est ce que nous verrons. Et puis s'il y a évidemment une prise de parole à la suite de cette entrevue, nous la suivrons en direct sur LCI. Accueillons sur notre plateau, dans ce grand dossier, Roland Gillet. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie financière à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'université libre de Bruxelles. Gallagher Fenwick, bonsoir. Vous êtes grand reporter, spécialiste des questions internationales. Catherine André, bonsoir. Journaliste spécialiste des questions économiques sur LCI. Et François Godement, bonsoir. Vous êtes historien, conseiller spécial et expert Asie-États-Unis à l'Institut Montaigne. Avant de vous entendre, sachez que Pékin va même plus loin en offrant une alliance avec l'Union européenne face aux géants américains. La Chine et l'Union européenne doivent assumer leurs responsabilités internationales, protéger conjointement la mondialisation économique et l'environnement commercial et international et résister ensemble à toute coercition unilatérale. Voici les mots du président chinois Xi Jinping. Et on va partir en Chine, retrouver tout de suite notre correspondante Louise Malnois. Louise, on voit que Pékin joue le bras de fer sans merci avec Washington en mettant en scène son rapprochement avec l'Union européenne. Actuellement troisième, l'Union européenne sera-t-elle bientôt le deuxième partenaire commercial de la Chine ? Indéniablement, Pékin cherche à s'étendre sur le marché européen et encourage Bruxelles à tenir tête à Washington. Xi Jinping a aujourd'hui rencontré le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, et il a souligné l'importance de l'Union européenne dans un monde qu'il considère comme multipolaire. Alors par quoi pourrait passer le renforcement de ces liens commerciaux ? Eh bien par l'instauration d'une nouvelle tarification des véhicules électriques chinois. Car je vous rappelle que depuis cet automne, les voitures électriques chinoises
chinoises sont soumises à des frais de douane allant jusqu'à 45% selon les modèles à leur arrivée sur le sol européen. Eh bien, cela pourrait changer puisqu'une négociation est en cours pour instaurer un prix minimum de vente à la place de cette mesure, de quoi faciliter donc l'accès au marché européen pour les constructeurs automobiles chinois. Mais que l'Union européenne pourrait-elle obtenir en échange? Car il s'agirait de rééquilibrer la balance commerciale entre Pékin et Bruxelles. Aujourd'hui, elle penche largement en faveur de la Chine. 304 milliards d'euros d'excédent l'an dernier, c'est 100 milliards de plus qu'il y a 10 ans. Merci Louise Malnois depuis Pékin. Roland Gillet, première question. Est-ce inattendu, cette main tendue, peut-être avec des arrière-pensées de la Chine envers l'Union européenne? C'est en tous les cas intelligent. Vous avez vu, la Chine, pour le moment, elle a d'abord adopté une posture depuis l'arrivée de Donald Trump qui était plutôt réactive que proactive. Elle a été relativement souple, pratiquement dans tout ce qu'elle a fait. Mais maintenant, elle reçoit à la fois des insultes et elle reçoit en plus des tarifs qui sont bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Donc, elle réagit, et elle réagit de plusieurs manières. Aujourd'hui, ce qui a fait bouger Donald Trump, les Chinois le savent, c'est pas tellement la baisse des bourses au niveau des actifs à risque, des actions, c'est plutôt une forte remontée des taux d'intérêt et une baisse du dollar en même temps. Sauf que la baisse du dollar, Donald Trump, pour d'autres raisons, l'aurait souhaité. Moi, j'aurais pensé que le plancher à 1,10 allait déjà une première limite. Mais ici, on voit qu'il est enfoncé. Et ce qui est plus que probable maintenant, c'est que les Chinois ne parlent pas, les Japonais non plus, mais ils peuvent vendre énormément, puisqu'ils détiennent beaucoup de dettes publiques américaines. Ils peuvent en vendre sur les marchés. Ça fait à la fois baisser le cours des obligations, c'est-à-dire remonter les taux d'intérêt, ce que ne veut absolument pas Donald Trump. Oui. Et derrière ça fait baisser le dollar au-delà et très vite, sans doute, des limites qu'il veut, parce que n'oublions pas qu'il est très heureux d'avoir un dollar fort, parce qu'il a des créanciers partout dans le monde, et des montants très élevés, notamment en Chine. Qu'est-ce que n'aime pas un créancier? C'est d'avoir un taux d'intérêt qui ne le compense même pas pour les pertes de change. Donc ici, je pense que la Chine agit autrement que simplement sur le fait de mettre 125% par rapport aux 145%. Et là, il doit faire très attention. Parole de l'expert États-Unis-Chine. À quoi joue Pékin? Alors ça, il va falloir le savoir, parce que ça fait quand même 3 ans et probablement la deuxième offensive de charme chinoise. Effectivement, la main de Xi Jinping est tendue, comme vous l'avez dit, comme elle l'a rarement été, mais est-ce que cette main est vide ou pleine? Les Européens sont venus pour négocier sur cette affaire de véhicules électriques, plus généralement sur le commerce, pour essayer d'endiguer le flot de marchandises chinoises, pour obtenir peut-être des accords un petit peu comme le Japon naguère en avait signé avec l'Union européenne. Jusqu'ici, on n'a absolument aucune indication que la Chine pourrait changer d'habitude. Or, c'est l'essentiel, si vous voulez. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les circonstances sont un petit peu plus favorables pour l'Union européenne. Pourquoi? Parce que la Chine est quand même menacée en premier chef directement par ces fameuses surtaxes, maintenant à 125 ou 145%, on s'y perd. Et parce que même dans l'environnement de la Chine, il y a d'autres pays qui feront peut-être même avant l'Europe des deals avec les États-Unis. Donc, si Xi Jinping a toujours considéré l'Europe comme un partenaire au fond un peu faible, pas très unifié, qu'on allait regarder après avoir regardé les États-Unis ou qu'on allait traiter en parole. Aujourd'hui, il pourrait réfléchir différemment. En tout cas, c'est le calcul de la Commission et du Conseil, parce que c'est le mandat avec lequel Ursula von der Leyen va aller à Pékin probablement en juillet, à la fin de la pause de 90 jours décrétée par Trump. Donc c'est une sorte de message aux États-Unis. On voit ce qui se passe pendant les 90 jours et le lendemain ou la veille, on est à Pékin. Oui, le calendrier n'est pas anodin. Catherine André. Non, on va peut-être me trouver extrêmement négative, mais je ne vois pas ce que commercialement on peut maintenant gagner avec la Chine. On a tout à perdre justement avec les Chinois et les conséquences de ces droits de douane américains. On a tout à perdre en matière de devenir en fait finalement le déversoir des produits chinois. On l'est déjà en grande partie. Quand on voit en France l'importance des plateformes comme Shein et Temu, c'est 22% des colis en France, ce sont ces plateformes de fast fashion, de produits, on peut dire, qu'on pourrait traduire comme des produits jetables. 22%. Shein, c'est devenu le premier vendeur de vêtements en France, alors qu'il n'a aucun point de commerce physique. On a tout à perdre avec cette hausse des droits de douane et il faut maintenant que l'Union européenne trouve des moyens de se protéger. De quelle manière peut-être justement, là il y a une exemption des droits de douane sur les petits colis, les colis de moins de 150 €. Très rapidement, il faut que l'Union européenne s'empare de ce sujet pour qu'on ne soit pas submergé encore davantage. On va y revenir avec vous, un chiffre et carte à l'appui. Gallagher. Non, en fait, j'ai trouvé le message de Xi Jinping que vous avez montré à l'écran très intéressant, parce qu'il est très juste, ce message. Le problème, c'est le messager.
et c'est effectivement Xi Jinping. Catherine a raison sur tous les problèmes qu'elle soulève, mais je pense que les Européens en sont bien conscients. Et d'ailleurs, ils ont à leur disposition un outil dont ils se sont dotés en 2023, dont on parle beaucoup depuis plusieurs jours, qui a été prévu suite à un cas qui illustre quand même le genre d'attitude que l'on peut avoir, à savoir l'unité lorsqu'un pays, petit en l'occurrence la Lituanie, se voit imposer des punitions inacceptables parce qu'ils rehaussent le niveau de représentation de Taïwan sur leur sol, que cela déplaît aux Chinois, qui du coup cessent toute importation. Et on sait que par exemple la bière lituanienne est partie à la fois de la culture locale, mais aussi une part importante du PIB local. Les Chinois du jour au lendemain disent zéro. À partir du moment où vous ne revenez pas sur cette décision, et plus dur encore que cela, ils menacent les pays qui commercent avec la Lituanie, donc sorte de sanctions secondaires en leur disant si vous ne nous aidez pas à renforcer une sorte de blocus économique autour de ce pays qui se comporte comme un pays ennemi, nous allons vous punir vous aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les Européens se sont montrés unis autour et aux côtés de la Lituanie. Il y a eu des hésitations, c'est vrai, mais c'est un moment où les Lituaniens d'abord ne se sont pas sentis seuls, et ensuite où l'Europe a montré ses muscles et où elle s'est dotée de ce fameux outil anti-coercition. Il faut savoir qu'avant son application, dans la doctrine, si vous voulez, qui régit l'utilisation et le déploiement de cet outil, il y a la volonté d'abord de dialoguer, donc de laisser place à la diplomatie. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Pedro Sánchez. C'est ce que les Européens doivent faire de manière très claire, en disant, comme vous l'avez très bien dit Catherine, voilà nos soucis avec ce que vous faites déjà, voilà certaines pistes pour les régler, pour rentrer dans une relation plus équitable et plus mutuellement bénéfique. Et si ça ne fonctionne pas, voilà éventuellement les risques, etc. Il faut le dire, l'Europe, elle est forte quand elle est unie. On va poursuivre ce débat, évidemment, et notamment avec Denis Jacquet, entrepreneur français qui vit aux États-Unis, fondateur de Top Green et auteur de Pourquoi votre prochain patron sera chinois aux éditions Erol. Bonsoir Denis Jacquet. Avant de vous entendre, avec Catherine André, on va regarder ensemble, carte à l'appui, plus précisément ce que disent les chiffres. Et ça nous en dit long sur le rapport de force. Quand on regarde justement les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Alors, vous avez fait une démonstration, on ne va pas vous étourdir de chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un déficit commercial pour les Américains de 360 milliards de dollars. Maintenant, quand on regarde les échanges commerciaux entre la Chine et l'Union européenne, le déficit pour les Européens est de plus 304 milliards de dollars. On va regarder une autre infographie qui nous montre les exportations de la Chine vers les États-Unis, 524 milliards de dollars, et les exportations de la Chine vers l'Union européenne, plus de 213 milliards de dollars. Catherine, est-ce que ça veut dire, si le marché américain est bloqué pour les Chinois, qu'il va se reporter vers les Européens? C'est la grande inquiétude aujourd'hui des Européens. Et quand on regarde en fait la composition des exportations chinoises vers les États-Unis, il y a des produits qu'on retrouve très massivement également en Europe. Le premier poste d'exportation chinoise, ce sont les machines, les appareils électroniques, les équipements mécaniques. On trouve des vêtements, on trouve évidemment des chaussures, des jouets. Et le risque, évidemment, c'est que tous ces biens qui ne trouvent plus preneurs aux États-Unis, parce que c'est une sorte d'embargo, en quelque sorte, ces droits de douane absolument gigantesques, effectivement, se déversent sur le marché européen, où c'est déjà notre premier partenaire commercial en termes d'importation, la Chine. Et on se demande aujourd'hui dans quelle mesure on va pouvoir quand même protéger le marché européen, parce que ça va tirer, effectivement, s'il y a davantage de produits qui ne trouvent pas preneurs aux États-Unis et qui arrivent sur le marché européen, le risque, c'est que les prix soient encore tirés vers le bas et qu'il y ait une concurrence encore plus déloyale. Je parle de concurrence déloyale parce qu'on sait qu'il y a du dumping qui est pratiqué par la Chine, qui vend à perte en Europe, notamment parce qu'il y a des subventions derrière qui permettent d'absorber ces pertes. Et le risque, c'est que les prix soient encore tirés par le bas et que certains de nos industriels ne s'en sortent plus. Ou encore, on pense également aux enseignes de prêt-à-porter avec le
déferlement des produits Chine ou Temu qui pourrait arriver encore plus sur le territoire européen. On sait que c'est déjà le cas aujourd'hui avec la Poste en France qui est complètement submergée, les douanes françaises, mais étant donné que pour Chine et Temu, ces plateformes chinoises, c'était les États-Unis le premier marché, eh bien le risque évidemment c'est qu'ils se tournent davantage encore vers le marché européen. Donc oui, il y a quand même des inquiétudes. On pourrait prendre un exemple, ça paraît peut-être anecdotique, mais ça en dit long. Les nacelles élévatrices, en 2021, il y a eu des droits de douane énormes aux États-Unis sur ce matériel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis 2 ans dans l'Union européenne pour mettre des droits de douane également. Et aujourd'hui, eh bien, les nacelles chinoises, c'est 25 à 35% du total des nacelles vendues dans l'Union européenne. Donc il faut aller vite au niveau des barrières et quelque part des protections européennes. Alors, ce qui illustre, pour aller dans le sens de ce que vous dites, Catherine, c'est la mainmise des Chinois sur le monde, c'est la hausse des exportations en 2024 par rapport à 2023. Hausse de 6% aux États-Unis, 23% au Brésil, 18% en Arabie Saoudite et en Union européenne, plus 4%. Oui, quand vous voyez ces pourcentages, ce qui est intéressant, c'est de voir que effectivement la Chine s'est diversifiée. Il y a 7 ans, lors des premiers droits de douane imposés par Donald Trump, il y a eu une adaptation ensuite de la Chine. Il y a 7 ans, les produits chinois aux États-Unis, c'était c'était 25% à peu près des exportations chinoises. Aujourd'hui, c'est entre 10 et 15%. Donc, ils sont allés vers d'autres marchés. Et là, il y a un marché qu'on n'a pas noté, mais c'est le marché asiatique. Ils se sont reportés également. Ils ont commercé encore davantage avec d'autres pays comme le Vietnam ou encore le Laos. Merci Catherine. On poursuit ce débat avec notre patron qui est avec nous en direct. Est-ce que vous craignez cette déferlante de produits chinois à l'aune d'un rapprochement entre la Chine et l'Union européenne? Denis Jacquet. Alors, bonjour d'abord. Écoutez, il y a quelque chose qui est toujours très mauvais conseillé dans tous nos débats, hein, qui sont légitimes, c'est de rester sur le court terme et sur l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une espèce de guerre violente et brutale lancée par Trump, qui est un plan d'ensemble assez global et qui ne s'arrête pas aux tarifs douaniers. Alors pour ceux qui connaissent les États-Unis, il y a un journal qui est plutôt à gauche, anti-Trump, le New York Times notamment, et toutes les semaines, dans l'édition du week-end, il publie la semaine de Trump avec toutes les mesures qu'il a prises dans la semaine. Je peux vous dire que du coup, les barrières douanières, c'est 1/100 de ce qu'il fait dans une semaine. Donc ça oublie un point d'ensemble assez violent, assez rapide, qui paraît et qui est effectivement très brutal, mais qui est passager. Donc tout ça, c'est des discussions, c'est des négociations, c'est des postures. Dans quelques semaines ou quelques mois, on passera à autre chose. Donc il ne faut pas non plus surréagir sur toutes ces mesures en disant « ça chamboule le monde, c'est une effervescence ». Oui, ça chamboule les choses, mais Trump, une fois les négociations faites, passera à autre chose. Donc je serais assez ravi que dans 2-3 mois qu'on reprenne cette conversation et vous verrez qu'on sera passé à un autre domaine. La deuxième chose, très rapidement, c'est pas parce que la Chine va plus pouvoir ou plus difficilement vendre aux États-Unis que ça va ramener toute la production chinoise en Europe, pour une raison très simple, c'est que les consommateurs vont pas tout à coup acheter 3 voitures chinoises, 4 paires de Nike, etc. Le consommateur européen va pas se mettre à acheter l'excédent qui va pas aux États-Unis parce qu'il en a juste pas les besoins et pas les moyens. Bon. La troisième chose, c'est que les Chinois, ils ont pour eux plusieurs choses. La première, une culture du long terme qu'on a beaucoup oubliée en Occident. Donc eux aussi parient sur le long terme. Donc pour eux, c'est un soubresaut assez désagréable. Ils se reposent un peu sur l'Europe parce que c'est toujours un peu le tampon qu'on vient chercher quand on a un petit peu des problèmes. Trump fait exactement la même chose. Il essaye d'isoler la Chine en disant « les gars, je vous donne 90 jours. Pendant ces 90 jours, on va négocier, sauf avec la Chine, pour justement que le reste du monde, dans les coulisses, négocie avec lui pour se retourner contre la Chine. » Donc la Chine fait la danse du ventre à l'Europe. Trump, dans les coulisses, est en train de négocier pour mettre la Chine comme l'ennemi commun à tous, donc on verra qui va gagner l'ensemble. Ensuite, 2 petites choses vraiment très rapides pour les techniques. La première chose, mais monsieur l'a rappelé sur le plateau tout à l'heure, une partie de la dette publique, des bons du Trésor, etc., sont possédés par la Chine, donc ils ont quand même un petit peu l'arme nucléaire entre les mains, donc il ne faut pas oublier qu'ils ont des gros moyens de rétorsion qui vont très au-delà des droits de douane. La deuxième chose,
Vous savez, quand vous et moi, on va dans un magasin et qu'on achète une chaussure de sport, pour reprendre cet exemple, on la paye, ce qui est totalement hallucinant pour les gens de ma génération, 120 ou 130 euros. Cette chaussure est revenue à peine à 12, 13, 14 euros et encore. Donc même si on met 133% de tarif sur cette chaussure, elle va revenir à 26 euros ou 26 $. Ce qui veut dire qu'en réalité, il serait presque envisageable que le consommateur américain le retrouve même pas sur l'étiquette de vente. Donc du coup, il suffit qu'Adidas ou Nike décident d'absorber un peu de cette partie et que les commerçants réduisent un peu leur marge. Et finalement, l'impact pour le consommateur américain pourrait être juste de quelques cents ou de quelques euros. Donc c'est pas dramatique. Et puis surtout, la Chine, grâce à la route de la soie, je vous rappelle que c'était la première puissance commerciale mondiale déjà au XVe siècle. Elle a rebâti la route de la soie. Et avec cette route de la soie, aujourd'hui, ça veut dire que si on met des droits de douane sur la Chine, elle met sa production au Mexique pour les États-Unis. Elle est capable de produire depuis la Corée ou depuis le Vietnam pour un certain nombre de biens. Et c'est pour ça que d'ailleurs que Trump veut punir le Vietnam aussi, parce que c'est une partie des usines. On y reviendra, carte à l'appui sur ces routes. Voilà. Donc je pense qu'il faut relativiser un tout petit peu ce qui se passe sur le court terme et sur les négociations qui vont se dérouler dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Denis Jacquet. Roland Gillet, je vous vois réagir. Justement, on va dans un instant poser la question, l'Europe peut-elle faire confiance à la Chine ou est-ce qu'il faut se méfier de Pékin comme Trump se méfie de Xi Jinping? Le grand dossier se poursuit, à tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré ce soir à cette question. Taxe Chine, l'Europe est-elle menacée? La Chine nous courtise, nous Européens, pour résister, je cite, ensemble face aux géants américains. Mais est-ce que ce deal n'est pas le baiser de la mort? Bruxelles s'inquiète de voir déferler en Europe des produits chinois à prix cassés. Quelles armes commerciales, nous Européens, pouvons-nous fourbir face à ce péril économique? C'est ce que nous verrons dans un instant. Mais d'abord, le rappel des principaux titres de l'actualité. Les négociations se corsent entre Américains et Russes sur le front de la guerre en Ukraine. Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, est en ce moment à Saint-Pétersbourg où il rencontre Vladimir Poutine. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, Vladimir Poutine se tient prêt à écouter l'émissaire américain, mais il y a une vraie pression de Washington qui s'impatiente. Le président américain a pris la parole il y a quelques minutes et a dit, je cite, « Les Russes ont intérêt à se bouger ». Dans l'affaire Betaram, François Bayrou persiste et signe. En déplacement à Coulommiers, le chef du gouvernement a fermement démenti les nouvelles accusations portées contre lui. Il assure n'être absolument pas intervenu dans ce dossier. François Bayrou sera auditionné pour cette affaire le 14 mai prochain par une commission d'enquête parlementaire. Enfin, les recherches se poursuivent à Vivonne, dans le Maine-et-Loire, pour retrouver une joggeuse âgée de 28 ans portée disparue depuis hier. L'alerte a été donnée hier matin. D'importants moyens sont mobilisés pour tenter de la retrouver aujourd'hui. Une centaine de militaires sont engagés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À l'heure où nous parlons, taxe Chine, l'Europe est-elle menacée? Les Chinois proposent aux Européens de s'allier face aux géants américains. Mais est-ce que ce deal, je vous le disais, n'est pas le baiser de la mort? Bruxelles s'inquiète de voir déferler des produits chinois à prix cassé. Et pour en parler, c'est un peu le spécialiste du Made in France. L'ancien ministre Yves Jégo nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez la publication de la lettre du Made in France. Et vous êtes l'auteur, entre autres, de C'est où la France, plaidoyer pour la France du monde aux éditions du Net. On va regarder ensemble le nombre de produits chinois qui arrivent par jour en direction de l'Union européenne. 30 avions cargo, 12 millions de colis dont vous parliez tout à l'heure, Catherine, et 5000 tonnes de marchandises. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dit « L'Union européenne ne tolérera pas que les produits chinois touchés par les droits de douane américains soient redirigés vers l'Europe ». Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Yves Jégo? Déjà, il y a beaucoup de produits chinois ou asiatiques, parce qu'il faut étendre aussi au Vietnam, aux autres pays d'Asie qui arrivent. Vous avez cité le chiffre. Je vous donne juste un chiffre. Deux marques, Temu et Shein, font 4,6 milliards de chiffre d'affaires depuis 12 mois en France, sans payer de TVA.
puisque une des choses qu'on pourrait faire, c'est de dire qu'on met fin immédiatement à cette règle qui veut qu'en Europe, quand vous envoyez un colis au sein de l'Union européenne, si vous le déclarez d'une valeur de moins de 150 €, c'est très souvent le cas de ceux que je viens de citer, vous ne payez pas de droits de douane. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas la retraite, évidemment, ils ne payent pas la protection sociale des Français, ils ne payent même pas la TVA. Donc évidemment, il faut mettre fin à ce dispositif. L'Europe en parle, mais comme sur beaucoup de choses, elle parle beaucoup, mais elle agit peu, et en tout cas pas rapidement sur cette question. Et puis deuxièmement, il faut effectivement être très méfiant. Entre devenir une province des États-Unis d'Amérique ou un vassal des Chinois, on a une autre option. L'option, c'est de muscler l'économie européenne, c'est de développer notre production industrielle, c'est de casser ce discours patronal qu'on entend encore un peu, qui consiste à dire « non, mais il y a des choses, il ne faut pas les faire, on a abandonné, renonçons à faire des t-shirts, du textile, renonçons à rien ». Modernisons nos usines, développons notre compétitivité, mais ne renonçons pas surtout à produire en Europe pour envoyer ce message qui consiste à dire que nous ne sommes pas le déversoir des trop-pleins de l'Asie qui est l'usine du monde, mais que nous avons vocation à redevenir aussi un lieu de production. Je pense qu'il y avait tout écrit dans un rapport qu'avait commis Monsieur Draghi, qui était déposé au mois de septembre sur la table de l'Union européenne. Tout est dit et que pour l'instant, ça n'a pas bougé. Dernier point, parce que ça me semble essentiel, on se dit « ah oui, mais l'Europe, c'est un grand marché ». Oui, c'est un grand marché de 450 millions de consommateurs, mais qui est un marché très compliqué. Il n'y a pas un code de commerce européen unique. Aujourd'hui, si vous voulez aller vendre des produits en Lituanie, en Pologne ou en Roumanie, chaque fois, ce sont des règles commerciales différentes. Et on va dire à nos entreprises, non mais développez-vous sur le marché européen. Mais c'est beaucoup plus facile d'aller se développer sur un marché extérieur que sur le marché européen. Pardon ? Peut-être que la riposte devrait être groupée, justement. Mais la riposte, elle doit être sans doute sur la riposte commerciale, à combien on taxe, mais on voit bien que ça, c'est une espèce de course à l'échalote qui n'a pas de sens. La vraie riposte, ce serait que l'Union européenne soit réunie en conclave depuis maintenant une semaine pour mettre en place des mesures pour densifier son économie, pour retrouver des outils de production, pour faire que ces marchés publics, comme le font les Américains, aillent à la priorité européenne. Les Américains, ils disent depuis 1933, les marchés publics américains, priorité aux entreprises américaines. Pourquoi on ne fait pas la même chose ? Qu'est-ce qu'on attend ? Alors on me dit l'Europe en parle. Oui, c'est vrai, l'Europe en parle. Mais je pense qu'il faut qu'on avance beaucoup plus vite et qu'on résolve, et je ne vais pas être plus long, mais le dernier sujet de blocage, qui est l'Allemagne. Il faut avoir le courage de dire les choses. L'Allemagne a des intérêts industriels qui sont divergents de ceux des autres pays d'Europe. Il faut mettre l'Allemagne devant ses responsabilités en lui disant « vous voulez qu'on joue collectif ou vous voulez continuer à jouer solo ?» On va en parler, parce que Yves Gégaud, ce que vous disiez faisait beaucoup réagir Roland Gillet et François Gaudemont. Alors, bien. Roland Gillet, vous qui êtes professeur d'économie financière, quelles sont les armes, justement, que nous pouvons actionner face à la Chine ? D'abord, il ne faut pas être naïf par rapport aux Chinois. On l'a rappelé, Madame André l'a souligné, les chiffres sont importants. Au total, ça fait quand même 600 milliards de déficit commercial si on prend des deux côtés, les États-Unis et l'Europe. Donc clairement, c'est un gros marché en jeu. Et surtout, c'est sûr que la tentation des Chinois va être d'envoyer une partie vers l'Europe, certainement. Et de l'autre côté, il ne faut quand même pas oublier non plus les effets de substitution. Je m'explique. C'est sûr qu'on peut un jour avoir des usines en Europe qui font forcément des choses qui sont très simples à faire, dont de l'habillement, par exemple. Mais de toute façon, si à un moment donné, les coûts de production sont ce qu'ils sont, avec tout ce qu'on a rappelé tout à l'heure, et toutes les règles européennes, et ainsi de suite, et toutes les taxes, et tout ce qu'on veut, vous allez vous retrouver avec des produits beaucoup plus chers. C'est clair que si le consommateur paye plus cher, et ce n'est pas un souci en termes de payer plus cher, c'est bien, mais il y aura forcément un effet qui va faire qu'il ne pourra pas acheter d'autres, évidemment. Pourquoi pas forcément, Yves Gégaud ? Il y a un poncif, il y a un marronnier. Oui. On dit, quand on produit en Europe, c'est plus cher. Pas forcément. Non. Regardez, Toyota est venu produire des voitures en Europe. Ils en ont fait 5 millions depuis 20 ans. Ils sont extrêmement compétitifs. Pourtant, laissez-moi terminer, ils ont les mêmes règles, les mêmes taxes, les mêmes contraintes que tous les autres, et ils sont compétitifs. Donc arrêtons de nous dénigrer nous-mêmes en disant si on produit en Europe, c'est forcément plus cher. Alors c'est le politique habitué au débat, Yves Gégaud. Enfin qu'une des raisons des délocalisations... Il va monopoliser la parole. Non, allez-y, et ensuite on vous répond. Une des raisons des délocalisations, c'est qu'aussi on va fabriquer à très bas prix en Chine et qu'on prend des
des énormes marges pour ramener le produit sur le marché européen, et que celui qui fait les frais de la délocalisation, en tout cas qui n'en touche pas les bénéfices, c'est le consommateur, parce qu'il achète beaucoup trop cher un produit qui a été fabriqué en low cost. On a le temps dans ce grand dossier, c'est l'intérêt, on a le temps. Roland Gillet, vous finissez, François Godemont et Gallagher. Oui, vous doutez que ce que vous avez dit, je le sais. Mais par contre, je vous dis quand même que des entreprises françaises et européennes sont les premières à les faire à l'étranger, pour des raisons de marche sans doute, pour des raisons évidentes, où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. D'ailleurs, ce n'est pas qu'en Chine, mais la Chine a effectivement des coûts de production. Maintenant, pour des produits faciles en plus, notamment des produits qui demandent des petites mains, un avantage comparatif. Alors maintenant, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire ce que vous dites, je dis simplement que ce n'est pas aussi simple et que c'est parfois facile, il y a qu'à. Hein, ça, vous le savez, il y a qu'à, il faut qu'on. Mais par contre, je termine sur le volet de ce qui a été dit. C'est vrai aussi que les Chinois, maintenant, ne nous tentent pas un piège, mais ils nous tentent la main, vu par nous. Mais néanmoins, dans la manière dont ils nous tentent la main, c'est de dire on va essayer d'avoir un peu du libre-échange, on va vous permettre avec des prix minimales de... Mais néanmoins, c'est un acteur très fort dont on connaît en plus que lui, puisqu'on parlait tout à l'heure, et vous aviez raison de le rappeler, notamment le chef d'entreprise, eux, ils visent toujours des plans à moyen long terme. Donc, eux peuvent attendre, et notamment parce que ce n'est pas une économie de marché au sens classique du terme, ils peuvent manipuler leur taux de change. C'est ce qu'ils font d'ailleurs pour punir aussi les Américains maintenant. Regardez le cours du RMB. De l'autre côté, eux, vous avez vu ce qu'ils ont fait pour leur secteur technologique il n'y a pas longtemps. Ils ont été jusqu'à sacrifier une bonne perte de capitalisation boursière de toutes leurs grandes sociétés pour des raisons idéologiques. Donc eux, pour le moment, et je rejoins ce qui a été dit aussi par l'entrepreneur, c'est regardons les tergiversations. Trump, c'est sûr, mais on va voir à un moment donné où il veut atterrir avant d'aller ailleurs. Les Chinois, je pense que pour le moment, ils ont compris qu'ils sont excédés dans la forme et dans le fond dans ce qui se passe aux États-Unis, et ils trouvent un allié subitement, qui trouve d'ailleurs très faible au début. Moi, je me souviens, quand je participais à des plans de sauvetage de la Grèce, de voir, par exemple, le président chinois tout à fait étonné, ébahi, de voir que parce qu'il mettait 1 milliard pour le port d'Athènes, tous les Européens étaient là, les chefs d'État, même l'Allemagne, et ils se disaient, c'est pas possible, ces gens, pour 1 milliard, ont besoin de moi. Mais ils doivent vraiment être pauvres. Donc, dites-vous quand même qu'ils nous prennent pour des gens quand même relativement fragilisés, et ils osent le dire. Donc aujourd'hui, je pense, et vous avez là tout à fait raison, je le crois aussi, c'est qu'il faut une réponse ferme. Quand on est unis, on a pu faire le Brexit. Parce que même les Anglais n'en reviennent pas. Mais aujourd'hui, on n'est pas tous unis. Et il n'y a pas que l'Allemagne. Regardez même sur le plan européen pour le moment, pour le réarmement. Il y a 800 milliards, et sur les 800 milliards, il y a 650 milliards d'endettement que les États vont faire eux-mêmes. Regardez 3 pays, la Pologne, l'Allemagne et la petite Belgique dont je suis, ils veulent continuer à avoir un biais naturel vers du matériel américain. Donc ça veut dire que ça ne va pas résorber ni arranger notre industrie. Et deuxième chose, dans les autres, pour les 150 milliards, c'est parce que la France, qui produit notamment de l'armement, les Italiens aussi et d'autres font pression, parce que même là, il n'y aurait encore même pas cette volonté pour certains d'avoir un bien national. Oui, donc il faut être du masochisme. Alors, on poursuit. Mais quand vous voyez ça, ça fait quand même un peu... Mais on poursuit, Yves Guégaud, avec François Godemont. Monsieur le ministre, on n'est pas invité. Je suis qu'un expert et pas un ancien ministre, mais à la longue, je me fatigue. Mais François Godemont, on poursuit avec vous. Je suis désolé d'être là. Mais pas du tout. Vous avez été là. On a tout le temps dans cette émission. Si on pouvait se passer de certains, le monde serait bien meilleur. Je voulais vous dire simplement que vous êtes le directeur d'une publication qui s'appelle le Made in France, mais à vrai dire, votre démonstration, ce qu'elle montre, c'est que c'est le Made in Europe qu'elle devrait s'appeler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois être protectionniste et souverainiste en défendant des intérêts français sans défendre des intérêts européens en même temps. C'est quelque chose de vraiment très important parce que le public français ne le comprend pas tout à fait. Ensuite, créer des oppositions entre Européens. Je veux bien que les Allemands ont des intérêts industriels particuliers, on l'a vu pour l'industrie automobile, on le voit pour la pétrochimie, où d'ailleurs ils délocalisent hors d'Allemagne, hors d'Europe, vers la Chine. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir des excédents industriels importants qu'ils veulent protéger. Toute l'Europe du Nord, les Néerlandais. Nous avons moins d'exportations, nous sommes déficitaires. Donc c'est un peu plus facile pour nous de dire il y a qu'à mettre des barrières douanières, à ceci près que l'équilibre européen, il repose sur les surplus des uns pour compenser les dépenses des autres et les déficits des autres. Vous ne pouvez pas considérer la France en isolat, et je pense que toute cette démarche, je crois que la raison pour laquelle la Commission européenne reste à la fois assez ferme vis-à-vis des Américains et des Chinois en ce moment, mais ouverte, c'est qu'elle sait très bien que le pire, ce serait une désarticulation et à chacun pour soi de façon européenne. Ensuite, l'idée qu'on peut produire en France moins cher. J'ai évidemment aucune opposition et même je souhaite que toutes les productions qu'on puisse localiser en France le soient. Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions sur les prix. Yves Guégaud a cité l'exemple de Toyota. Je vais prendre la petite voiture moyenne de Toyota, pas celle qui est fabriquée à Valenciennes, si je ne m'abuse, celle qu'on appelle la Corolla. Elle est fabriquée au Royaume-Uni.
En gros, le consommateur européen l'achète pour 30 000 €. S'il l'achetait à Tokyo, ce serait 18 000. La raison pour laquelle on a trouvé un compromis avec Toyota, et depuis 20 ou 30 ans, c'est parce qu'ils ont accepté d'abord des quotas et ensuite implicitement de hausser leur prix sur le marché européen par rapport à leur coût de production au Japon. C'est d'ailleurs ce que la Commission demande aux Chinois aussi. Pas sûr du tout que les Chinois l'acceptent parce qu'ils sont tellement plus gros que les Japonais et qu'ils ont une telle surproduction que probablement ils vont essayer de passer au rouleau compresseur. Probablement, mais pas certainement. Il faut qu'il y ait un terrain de négociation, c'est ce que vous nous dites. Il faut qu'il y ait un terrain de négociation qui s'engage, c'est celui-là qui est en route. Il faut faire les deux. Ensuite, montrer ses muscles. Sur des solutions de type IACA, je suis complètement d'accord que l'exception dite de minimis, c'est-à-dire de ne pas taxer des colis aux États-Unis, c'était moins de 800 $, en Europe c'est moins de 150 €. Chez Temu, pour 150 €, ils vous balancent 40 000 soutien-gorge, paire de chaussettes. 40 000 peut-être pas, mais enfin, beaucoup. C'est plus facile à dire qu'à faire. Aux États-Unis, par exemple, ça représente 70 milliards de ventes, les petits colis. Vous en avez 1,2 milliard qui arrivent tous les ans. Sur la côte ouest, par exemple, vous avez 70 000 containers par jour pour 1200 agents douaniers. Comment vous voulez contrôler tout ça? Moi, ça fait très longtemps que j'avais fait une petite proposition technique à la Commission qui disait « obligez-les à coller une puce RFID, vous savez, comme sur les produits en vente dans les magasins ou sur les étiquettes, pour qu'il y ait dedans le prix, le montant, et au lieu d'essayer de tout décrypter, vous accélérez le contrôle. Ils ne l'ont pas fait pour l'instant. Ce seraient des mesures techniques. Elles supposent des chaînes compliquées. C'est pas si simple à mettre en route. Catherine, mais ça ne va pas venir en 24 heures. Voilà. C'est ça le problème. Et nous sommes dans l'entre-deux. Symbole de cette poussée, je vous donne la parole ensuite, Yves Gégaud. Je ne veux pas monopoliser. Mais vous êtes là et on est ravis que vous soyez là pour participer à ce débat. C'est les routes commerciales chinoises de plus en plus poussées pour justement inonder le monde en termes de marchandises. On peut regarder cette première route en bleu assez classique, une route maritime de 20 000 km, 48 jours par bateau. Mais il y a d'autres circuits. En rouge, c'est un nouveau circuit avec la fonte des glaces et avec l'accord avec la Russie. Eh bien, la Chine, justement, peut emprunter ce circuit en 35 jours et un troisième circuit qui réduit le temps de 35 jours, alors que ce soit par train ou par camion, on a mis 15 ou 21 jours. Ça, c'est la nouvelle route de la soie, une route terrestre qui peut permettre à la Chine de percer le marché européen encore plus rapidement. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense d'ailleurs que pendant que nous, les dernières années, on était sur des volets beaucoup plus, je vais dire, d'harmonie européenne entre nous d'ailleurs, et comme vous l'avez dit, avec des résultats qui étaient souvent difficiles à trouver, eux, ils étaient unis. Forcément, la Chine, c'est la Chine, et les États-Unis aussi. Et je le rappelle souvent, regardez quand même, quand les Américains disent aujourd'hui qu'ils veulent encore être plus forts, c'était le programme de Donald Trump, Make America Strong Again, je vais le dire comme ça, puisque lui, c'est un rapport de force. Oui. Mais de l'autre côté, si vous regardez le PIB américain par rapport au PIB européen, entre 2010 et 2024, croissance du PIB européen 21%, croissance du PIB américain 34%. Donc c'est plus de 50%. Et n'oubliez pas, je prends le point de départ 2010, alors que la crise financière des subprimes, qui les avait affectés beaucoup, était en 2008. Donc ils ont un côté avec des économies beaucoup plus unies. Les États-Unis d'Amérique, c'est pas les États-Unis d'Europe. La Chine, c'est la Chine. À réagir, à être proactif et réactif beaucoup plus fort que nous. Et ça, je crois que notre unité, à tout point de vue, l'harmonisation certainement, même la création de géants. Vous avez vu, Airbus est un très bon concurrent, Boeing, qui réussit de très bons résultats. Quand on est unis, on est capable. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à se tirer souvent des balles dans le pied par intérêts nationaux. Et je rappelle quand même, pour avoir quand même été conseiller de différents chefs de gouvernement dans différentes parties d'Europe, chacun, il est d'abord effectivement pour l'un pour tous, et puis rentre chez lui et il fait le chacun pour soi. Et ça, c'est évidemment une principale fragilité de l'Europe. Gallagher, vous vouliez réagir? Non, on parle beaucoup du côté étatique et producteur. Je pense qu'il faut aussi tenir un discours cohérent du côté du consommateur. Et je déteste l'expression qui consiste à dire que l'Europe, c'est 450 millions de consommateurs. C'est 450 millions de citoyens, et on ne l'est pas que quand on est dans l'isoloir face à des choix électoraux. On l'est également quand on va au supermarché, on l'est quand on va acheter des biens pour soi. Et il faut
encourager le réflexe qui consiste à retourner la petite étiquette, se renseigner sur la provenance, encourager les Européens justement à réguler, si vous voulez, à doter le consommateur de capacité à tracer, encore une fois, le lieu de production. Et effectivement, ne pas faire du protectionnisme nationaliste, mais plutôt européen. Mais ça, ce sont des actes qui ont des conséquences, et vous le disiez, et c'est vrai qu'ils sont financiers. Ça veut dire réfléchir aussi à son mode de vie, se dire, est-ce que pour 150 € j'achète 50 soutiens-gorge ou est-ce que j'en achète 3 qui sont faits plus près de chez moi et que je peux survivre avec cela. Et je crois que parce que c'est très facile pour nous autour de ce plateau, je vais parler pour moi, de dire ça, mais il y a un devoir d'exemplarité de notre part. Je crois qu'il y a un devoir d'exemplarité de la part du gouvernement aussi. Je crois qu'un épisode comme celui de Vencorex est absolument dramatique. On va y venir, hein. On va en parler dans un instant. Parce que c'est une rencontre entre deux sujets éminemment sensibles, la souveraineté industrielle, mais aussi la dissuasion. Et donc il faut quand même des moments forts de la part d'un État qui doit encourager. Et c'est bien d'utiliser cet espace aussi pour amplifier cette voix, et ces voix comme la vôtre, Monsieur le Ministre, qui portent effectivement des projets qui, à mon sens, sont plus importants que jamais parce qu'on a des choix. Je pense qu'il faut pas être naïf, que tout ce qui est dit est juste. Mais c'est pas parce que c'est compliqué, parce qu'on l'a jamais fait, c'est pas parce qu'on a perdu des batailles qu'il faut renoncer. Et je pense que le discours de l'Europe, il doit être beaucoup plus fort. Le problème de l'Europe, c'est pas tant qu'on ait des intérêts économiques divergents, c'est qu'on n'a pas de voix politique commune, qu'on n'a pas une expression commune, politique à l'échelon de la planète. Moi, je pense qu'on ne peut plus compter sur personne. Que même si la mondialisation va rester quelque chose de très actif dans les décennies qui viennent, on ne peut plus compter, on n'a plus d'alliés. On n'a plus d'amis, on n'en avait jamais eu, on n'a plus d'alliés, on n'a plus que des concurrents, et des concurrents qui sont brutaux. Et sur ce sujet-là, donc d'où l'intérêt de d'abord essayer de nous resserrer sur nos propres bases, sans être naïf, sans penser qu'il suffit de claquer dans ses doigts. Mais vous le disiez sur les colis, moi je vous rejoins tout à fait. Sur les colis, on nous explique que c'est difficile, etc. Il y a aujourd'hui des technologies, vous avez parlé de puces et RFID qui pourraient parfaitement permettre de taxer ces colis. Moi j'ai été ministre, vous savez, j'ai eu que des gens qui m'expliquent, vous avez une bonne idée, mais c'est pas possible. On vous trouve toutes les raisons pour lesquelles c'est pas possible. Il arrive un moment, il me semble que c'est le moment d'aujourd'hui, où on doit dire voilà le chemin, voilà ce qu'on veut faire, il faut rendre possible ce qui est nécessaire. Et bien justement, Monsieur Made in France, il y a cette histoire qui va vous intéresser parce qu'elle est très révélatrice de l'expansion de la menace chinoise, sur un point de vue évidemment économique, avec la Chine qui s'engouffre dans des secteurs ultra stratégiques, ultra sensibles. C'est le cas, Magali, de l'usine chimique Vencorex qui tombe en partie dans l'escarcelle de Pékin. Effectivement, la justice a tranché hier. L'un des fleurons de la chimie française est repris partiellement, effectivement, par une société chinoise. Cet exemple illustre parfaitement les difficultés de la réindustrialisation en France. Alors je dis bien réindustrialisation parce qu'en fait, Vencorex était déjà détenu par un groupe taïwanais avant ce rachat. Alors, que s'est-il passé ? En fait, Vencorex n'a pas résisté à la concurrence agressive de son principal concurrent qui cassait les prix à hauteur de 30%. Résultat, une perte de compétitivité fatale. Et qui est ce concurrent ? Je vous le donne en mille. Chinois. Eh bien voilà, le géant chinois Wenwei, celui-là même qui reprend aujourd'hui Vencorex. L'entreprise est donc victime ici du dumping chinois. Alors une partie des classes politiques crie au scandale, notamment la gauche, et estime que c'est une atteinte à notre souveraineté industrielle. Oui, plusieurs personnalités de gauche, en effet, se sont rendues sur place ces dernières semaines. Donc il y a eu Fabien Roussel, il y a eu François Hollande, il y a eu par exemple, on va le voir ici, Jean-Luc Mélenchon. Alors au-delà de l'aspect social, avec la destruction de plus de 200 emplois, il pointe le risque pour la sécurité nationale. Il faut savoir que l'usine iséroise avait plusieurs activités. L'une d'elles était de transformer du sel pour les filières françaises du nucléaire et de l'espace, sel indispensable par exemple pour la fabrication de missiles de la dissuasion nucléaire. Or, l'État n'a rien fait pour empêcher ce rachat chinois. Écoutez François Bayrou encore cet après-midi. Nous sommes du côté de l'activité et nous préférons l'activité à la fermeture. Voilà. Préfère l'activité, même sous pavillon chinois, plutôt que la fermeture. Et le gouvernement se justifie. La reprise de Vencorex n'est que partielle. Elle ne concerne qu'un seul atelier, un atelier de transformation utilisé uniquement pour la fabrication de peinture industrielle. Pour le reste, et donc pour le sel si stratégique, c'est terminé. Pour ça, il n'y a aucune reprise. Alors,
des sociétés qui avaient besoin de ce sel. Comment ça va se passer? Regardez, c'est le cabinet du ministre de l'Industrie qui le dit. Il assure avoir sécurisé des approvisionnements alternatifs pour les filières nucléaires et spatiales. Donc les filières iront se fournir ailleurs, notamment en Allemagne. On est ici dans la vallée de la chimie, un couloir qui s'étend sur 15 communes. Comme son nom l'indique, il y a ici une concentration exceptionnelle d'industries chimiques qui sont toutes interdépendantes. Une usine fragilisée, comme c'est le cas hier, eh bien, c'est toutes les autres qui sont menacées, d'où les inquiétudes des élus et des salariés. Et puis, au-delà, ça pose la question des investissements chinois en France qui sont massifs et diversifiés. On en est aujourd'hui à plus de 30 milliards d'euros d'investissement. La Chine met la main donc sur l'industrie, sur la défense, mais pas seulement. Regardez, il y a aussi le luxe, les transports, l'hôtellerie et même le football. Plus un seul domaine ne semble échapper à l'empire du milieu. Merci beaucoup, Vancorex. Ce cas est quand même très révélateur. Alors, si il est faire des réponses courtes pour que tout le monde puisse réagir, allez-y. Il est doublement révélateur. D'abord, c'est des Thaïlandais ou des Taïwanais qui possèdent déjà, on a déjà eu le même problème il y a quelques années, puisque ça a été vendu à des Taïwanais sur ce sujet. Moi, je suis gêné face à ça, parce que moi, je trouve que le modèle, en disant plutôt que nous importer vos produits, importez-nous nos usines, c'est pas un mauvais modèle. Je parlais tout à l'heure de Toyota. Moi, je préfère avoir l'usine Toyota à Valenciennes que l'usine Toyota au Japon sur ce sujet-là. Donc, je pense qu'il y a quand même un discours qui consiste à dire venez fabriquer chez nous, vous serez à normes égales. Mais par contre, là, on est manifestement sur un secteur stratégique ou quasi stratégique. Et ce qui me terrorise en regardant ça, c'est qu'il n'y a pas dans l'Union européenne une entreprise européenne qui peut venir faire acte de reprise d'un secteur, somme toute, qui n'a pas l'air si compliqué que ça, pour dire on va garder quand même le pilotage en Europe, à défaut de le garder en France, sur ce sujet-là. Et les Chinois, on sait, moi j'ai vu plusieurs cas, notamment en Lorraine, ils achètent, ils exploitent un temps, souvent ils distinguent l'immobilier du reste, et puis au bout de 2-3 ans, c'est fini, ils ferment tout. Hein. Mais donc c'est pour ça qu'il faut se méfier plus des Chinois que des Européens. Ça, ce que vient de dire Yves Gégaud, c'est un réel danger. C'est-à-dire qu'on croit tous les investisseurs chinois, des investisseurs industriels puissants, compétents, avec une vision à long terme, parce que les Chinois voient loin. Souvent, ils sont là pour des profits très rapides et pour se retirer ensuite. C'est ce qui est arrivé avec l'aéroport de Toulouse, sauf erreur. Toulouse, avec des fonderies, avec beaucoup d'endroits. Et c'est pas la première fois en France qu'il y a des couacs dans la politique industrielle sur la protection. Il y a eu des couacs plus graves dans le semi-conducteur. En l'occurrence, je suis quand même assez prudent parce que le tribunal de commerce avait refusé la reprise par le personnel et parce que le gouvernement a quand même protégé les autres activités. Bayrou s'est exprimé d'une façon très très ambiguë et molle cet après-midi, mais la réalité c'est quand même ça. On poursuit ce débat. On va retrouver notre correspondante aux États-Unis dans un instant parce qu'on va se demander, dans cette guerre, est-ce que finalement Donald Trump n'a pas tout à perdre dans ce bras de fer avec Pékin? Est-ce que le rapport de force n'est pas défavorable pour le président américain? À tout de suite. Et à ce moment-là, il n'y a plus de commerce international. Il est complètement fragmenté, tout le monde. Pendant la pub, les discussions animées se poursuivent. Vous êtes au bon endroit sur la 26 devant le grand dossier ce soir consacré à cette question. Taxe Chine, est-ce que l'Europe est menacée? À l'heure où la Chine voudrait se servir de l'Union européenne face à Donald Trump, eh bien regardez ce que dit le président américain. Il a posté ce message sur son réseau Truth Social. Notre politique tarifaire fonctionne très bien. C'est très excitant pour l'Amérique et pour le monde. Les choses avancent rapidement. Voilà l'enthousiasme affiché par le président américain. On va partir tout de suite aux États-Unis retrouver Justine Jankowski, notre correspondante. Justine, comment réagissent les Américains face à ce rapprochement qui se dessine entre l'Union européenne et les Chinois, potentiellement? Rappelez-vous de ce commentaire de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, il y a quelques jours, quand il a appris que l'Espagne tentait un rapprochement avec la Chine. Il a prévenu, si l'Union européenne fait ça, elle se tranche la gorge. Autrement dit, c'est du suicide et l'Europe a tout à y perdre. En fait, ici, les observateurs estiment que c'est quitte ou double. Soit cette guerre commerciale, elle pousse l'Europe dans les bras de la Chine, soit ça produit l'effet inverse. Et ce, pour deux raisons. D'abord, parce que l'Union européenne et la Chine, eh bien, ce sont deux grandes puissances qui exportent et qui sont donc concurrentes. Et puis aussi parce qu'avec cette guerre commerciale, eh bien, la Chine pourrait être tentée de faire du dumping en Europe. Et donc l'Europe voudrait mettre une limite à ça. Et c'est peut-être pour toutes ces raisons qu'on ne voit pas pour l'instant l'administration américaine s'inquiéter plus que ça.
Merci Justine Jankowski et Mathieu Derrien. Alors, l'administration ne s'inquiète pas, mais les Américains, si. Regardons ensemble la cote de confiance des consommateurs américains. Le chiffre nous est parvenu il y a quelques instants. 50% ont confiance, c'est en baisse de 11% par rapport au mois de mars et de 34% par rapport à avril 2024. Et regardez plus précisément ce qui inquiète les Américains, une inflation massive, une dégradation de l'activité économique et une hausse du chômage. Ça ne vous surprend pas ? Du tout. Du tout. Je vais dire, en plus aux États-Unis, il y a une culture quand même au niveau académique, même si maintenant elle est un peu parfois menacée, semble-t-il, où les plus grands chercheurs ont montré depuis longtemps que la guerre de tarifs et l'escalade, ça a un effet négatif pour celui qui l'initie, d'autant plus s'il y a des répliques, et en plus de ça, c'est très mauvais pour l'activité globale. Donc, je crois qu'ici, ce qui sort là est juste en plus une réplique de ce qui s'est déjà passé avec Trump dans son premier mandat, puisque en plus, l'appétence des produits européens par les Américains fait que parfois certaines entreprises ont pu garder exactement leur prix, et le tarif est venu s'ajouter, et c'est le consommateur américain qui l'a payé. Donc ça veut dire une inflation, ça veut donc dire une atteinte à son pouvoir d'achat. Et qui plus est, pour le moment, vous avez un deuxième effet qui explique ça, c'est que les Américains ayant des fonds de pension qui sont des fonds de pension avec une grosse partie en actions, ils ont un effet de richesse qu'on appelle inversé, c'est-à-dire voyant que pour le moment, ils perdent, malgré la petite remontée qu'il y a eu il y a 2 jours, une bonne partie de leur capital où Trump les avait habitués à le faire croître. Pour le moment, ils sont plutôt sur la réserve et donc repoussent sans doute ou diminuent leur consommation. Donc les deux ensemble, en sachant en plus qu'aux États-Unis, le PIB, c'est au moins 70% de la consommation intérieure. Donc l'inflation mange une partie de leur pouvoir d'achat et il y a un effet motivation et richesse inversée qui joue. Donc clairement, pour le moment, vous avez exactement ce qui est là, que je trouve tout à fait logique, et que Trump va avoir, à mon avis, comme principal, je vais dire ennemi maintenant, les Américains, oui, avant même certains étrangers sur lesquels il a déjà tellement bousculé qu'on attend simplement, effectivement, qu'ils négocient. Une dernière chose que je voudrais dire par rapport à ce qui a été dit avant, c'est au niveau des négociations, ne pensez pas une seule seconde, ni les Chinois, ni les Américains, qui vont négocier avec l'Union européenne. Sur les tarifs, c'est une compétence de l'Union européenne, donc c'est normal que ça se passe via la Commission. Les tarifs, mais le reste, l'idée des Chinois comme de Trump, c'est d'aller directement dans les capitales où les déficits commerciaux sont importants. Le plus grand pays au niveau industriel qui, lui, pose problème aux États-Unis, c'est l'Allemagne. Et donc, ils vont certainement avoir des actions directes sur les capitales elles-mêmes, et voire même sur certaines entreprises, j'entends, et Trump l'a déjà fait, si je prends l'exemple de la France, souvenez-vous, dans son premier mandat, non seulement il avait identifié sur les alcools et les spiritueux, non seulement il est venu en France, et non seulement il a été jusqu'à faire venir M. Arnault de l'autre côté, en lui expliquant que s'il veut faire les choses, il faut faire 2 usines de plus. Donc il pourrait très bien lui demander aujourd'hui d'en faire encore 2 en plus. Donc clairement ici, il faut être très méfiant. Ils le disent tous, pour le moment pour eux, et c'est un peu ce qu'on a dit autour du plateau, alors qu'on voudrait plus d'Europe, c'est quand même beaucoup une fiction vue de l'extérieur. Catherine, les Américains paniquent. Des Américains, on le comprend quand on voit les chiffres des exportations. Le textile chinois, c'est 30% de ce qu'on trouve aux États-Unis. Pour les meubles, la literie, les lampes, les jouets, les jeux, les équipements sportifs, c'est plus de 50%. Donc nécessairement, ces produits, il va y avoir une inflation forte sur ces produits, puisqu'il y avait ces marques chinoises qui permettaient d'avoir des produits à bas coût. Et là, évidemment, elles vont être surtaxées. Et donc, ça va créer une inflation du quotidien pour les Américains. Donc la crainte, elle est là, et à juste titre. Gallagher. Les 3 indicateurs que vous avez donnés sont la définition même de la récession. Et je pense que le risque récessif, à ce stade, il est avéré, malgré effectivement une remontée temporaire des indices boursiers à Wall Street. On a le sentiment que c'est désormais inexorable, et le monde doit comprendre que si les États-Unis entrent en récession, le monde entier va trinquer. Et ça a été beaucoup dit, mais ce qui a le plus inquiété, notamment certains, pas tous, mais des personnages, on parlait de Scott Bessent, c'est le patron du Trésor, il a les yeux sur quoi ? Pas sur les actions, il a les yeux sur le marché obligataire. Et quand les taux, les rendements remontent de ce côté-là, ça veut dire que les gens, les investisseurs sont en train de se dire que le profil de ce nouveau pays qui se dessine au gré de la plume de Donald Trump, les États-Unis de Trump, c'est de la dette toxique, c'est potentiellement toxique. Donc d'abord, il y a des pertes, il faut les couvrir, donc on se retire pour couvrir ces pertes. Mais ensuite, cette dette qui était la valeur refuge par excellence
tout d'un coup, elle est un peu moins attrayante. Et c'est là que nous, Européens, on a une carte à jouer. Je termine juste là-dessus. Pour avoir écouté notamment des officiels du sud-est asiatique s'exprimer, nous, on adore parler de nos divisions, de nos faiblesses. Ah oui, mais l'Allemagne, elle a des intérêts qui sont différents de ceux des Français. Ah bon? Ça vous étonne? Ils sont allemands, les Français. Je peux vous dire que, par exemple, un officiel malaisien avec lequel je me suis entretenu m'a dit, vous, les Européens, vous êtes fiables et vous êtes stables. Donc il y a un moment, il y a un découplage qui s'est passé avec la Chine dont il s'est très peur. Il y a eu un moment de recouplage avec les États-Unis qui leur permettait de diversifier leurs exportations. Ils ont pris un énorme coup de massue sur la tête. Devinez dans quelle direction on regarde. La nôtre, pas que pour déverser, mais aussi pour créer de nouveaux flux, de nouvelles opportunités, et on doit savoir en profiter. François Godement. Je pense que la Commission européenne s'est pas si mal débrouillée pour l'instant, avec l'aide du Conseil, parce que finalement les gouvernements ont des intérêts divergents, mais ont réussi à s'harmoniser. Je vous prends un exemple. Bessent vient de clouer au pilori l'Espagne, parce que Sanchez, le Premier ministre, avait fait une déclaration un peu malencontreuse sur le fait qu'on va pivoter vers la Chine. Puis quand il est à Pékin, Sanchez, il a rencontré Xi Jinping dans ces derniers jours. Oui. Il a dit explicitement à Xi Jinping, écoutez, je ne peux pas parler de ces problèmes qui sont actuellement en cours, c'est extrêmement important, et c'est au niveau européen que ça va se jouer. C'est celui qui est le conciliateur, en principe, qui pourrait être la colombe vis-à-vis de la Chine, qui accepte de rentrer dans le rang européen. On va voir ce que Meloni, la présidente du Conseil italienne, va faire à Washington. Mais je pense qu'Ursula von der Leyen a réussi pour l'instant à tenir le jeu, si vous voulez. Le problème, effectivement, il y a une crise de confiance. Je ne sais pas, à cette heure-ci, je ne sais pas, mais il y a 2 heures, le dollar était à 1,14. Il a perdu 10% en 15 jours. Les taux d'intérêt ont monté pour la dette publique plus vite que depuis 10 ans. C'est une vraie crise de confiance. Ce n'est pas uniquement la Chine, mais même le Japon qui provoque ça. Ce sont les investisseurs et les acheteurs américains eux-mêmes qui détiennent quand même 70% de la dette. Eux vont vers l'Europe. Mais pour ça, il faut qu'on reste accueillant. Il faut aussi qu'on présente un visage unifié, coordonné, et pas fait, si vous voulez, pas un hérisson protectionniste dans tous les sens. Il faut résister à ça. Le dollar n'avait jamais été au plus bas depuis février 2022 face à l'euro. On aura l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir participé à ce grand dossier.